Prenez place sur le monticule et bienvenue dans le calendrier de l'Avent de First Pitch. Aujourd'hui, case numéro 4. Allez, je vous emmène faire un tour en 1993. Imaginez le Yankee Stadium, un soir de début septembre. Pas n'importe quel match, pas n'importe quel contexte. Face aux Yankees, il y a une équipe qu'on ne connaît plus vraiment, les Cleveland Indians. Cela fait 25 ans qu'ils végètent dans les profondeurs de la ligue. 25 ans de marasme, de défaites, de saisons sans horizon. Mais 1993, c'est autre chose. C'est la première secousse. La terre commence à trembler dans l'Ohio. Parce que sans que personne ne réalise encore, cette équipe est en train de naître. Une dynastie avortée, la plus talentueuse des années 90. Dans le dugout, ce soir-là, vous avez du Kenny Lofton, le speedster, Carlos Barriega, le métronome, Albert Bell, la bête, et un gamin absolument inconnu, 21 ans, le sourire discret, Manuel Aristide Ramirez. Dans les tribunes, on sent déjà l'arrogance tranquille des années Yankees qui arrivent, les années Jeter, celles où chaque ligne du line-up est un futur All-Star. Celle où l'on se dit que le baseball a changé de dimension. Bientôt arriveront les bagues, les dynasties, les légendes en série. Mais pour l'instant, le Bronx n'a pas encore tout à fait compris que Cleveland aussi est en train d'assembler un monstre baseballistique. Une équipe qui, dans 2 ans à peine, se battra pour le titre face à des Braves de l'ère Maddox, Galvin, Schmuth. Un temple inviolable, intouchable. Une équipe qui, en 1997, retournera au World Series pour tomber contre les Marlins. Oui, les Marlins. Et rien que le dire, j'ai mal. Je revois encore Greg Crunsell, Edgar Renteria, et je pense comment ça a pu être possible. Une génération incroyable qui heurte le pire scénario possible, et au milieu de tout ça, il y a toujours ce jeune joueur, un certain Manny, le genre de joueur qui fait basculer un match, mais aussi une vie de fan. Mais revenons un peu à ce soir de septembre 1993. Tout ça n'existe pas encore. On ne voit qu'un rookie, un gamin. Il vient d'entrer au Yankee Stadium, ce lieu qui avale les rookies, ce lieu où l'on grandit vite, ou alors on disparaît. Ce soir-là, Manny Ramirez joue son 2e match en MLB. Le tout début d'une trajectoire un peu folle. Et la folie, vous allez voir, c'est le principal fil conducteur de cette petite case. Il s'avance au bâton, premier lancé, puis pop. La balle part haut, loin, très loin. Elle rebondit une fois dans la courte warning track de la maison que le Babe a construit. Elle passe au-dessus de la clôture. C'est un double automatique. Sauf que Manny, lui, il lève les bras intérieurement. Il pense home run. Il trottine, zen, presque fier, le sourire aux lèvres, fait le tour des bases, jusqu'à ce qu'il voit son dugout exploser de rire, les bras qui moulinent. Manny, reviens, c'est un double, reviens. Et là, vraiment, on peut dire que le baseball vient de rencontrer sa comète. Ce moment-là, c'est un faux home run. C'est l'embryon, avant la naissance, de Manny being Manny. Pour comprendre Manny Ramirez, il faut quitter un instant le Bronx et les projecteurs, les stades bruyants. Il faut revenir à Santo Domingo, en République dominicaine, un quartier pauvre, chaud, vibrant. Et on y retrouve un petit gamin de 8 ans, avec un gant troué, une batte trop lourde, et un rêve beaucoup trop grand pour l'endroit où il a grandi. Un jour, sa grand-mère lui offre un cadeau inestimable, un uniforme bleu des Los Angeles Dodgers, le numéro 30 floqué dans le dos. Pour le jeune Manny, c'était la chose la plus précieuse en sa possession. Il ne sait pas encore que 20 ans plus tard, il portera lui aussi ce maillot des Dodgers. Mais déjà, il ne
quitte plus cette tenue. Il dort avec, carrément. À 13 ans, sa famille migre vers New York, Washington Heights, un quartier dominicain dans le Manhattan des années 80, là où le baseball se joue dans la rue, sur les terrains en béton, dans les cages d'escalier s'il faut, à 2 pas du Yankee Stadium. Mais Manny, lui, il supporte pas les Yankees. Non, 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 non. Lui, il est fan des Blue Jays parce qu'ils ont George Bell, Tony Fernandez, ces héros dominicains. À Washington High School, Manny devient une légende locale. À 17 ans, il frappe une moyenne de 650. À 18 ans, il envoie les balles qui ne reviennent jamais. À 19 ans, il quitte le lycée sans diplôme. Le baseball suffira. 1991, Cleveland le draft au 13e rang. Et là, tout explose. En rookie league, MVP. En single A, phénomène. Même avec une belle blessure qu'il traîne toute la saison. En double A, en triple A, un mur? Croyez-vous, il détruit tout. Joueur de l'année des Minor League en 1993. Donc, 93, les Indians décident qu'il est prêt à faire son saut dans le grand bain. Et c'est Welcome to the show. Le gamin de Santo Domingo entre dans le Bronx pour sa première série MLB. Cleveland. Peut-être des belles années déjà. Cleveland, il y reste de 1993 à 2000. Et là, c'est une machine. Et une machine à fou rire aussi. À Cleveland, Manny trouve sa famille. Tom, Lofton, Barrierga, Bell, Vizquel, Alomar. Un club de jeunes monstres offensifs et de très bons joueurs. Et Manny frappe. Il frappe fort. Il frappe tout le temps. 31 home runs en 1995. 45 home runs et 145 RBI en 1998. 165 RBI en 1999. Record de la franchise. Et toujours ces éclats de folie. Des fois, il oublie combien d'outs il reste. Il demande 30 000 $ à des journalistes pour s'acheter une Harley. Il utilise une batte cassée et frappe un home run avec. Il confond O.J. Simpson et son coéquipier Chad Oliega dans le Bronco blanc sur l'autoroute. Vous vous souvenez? Cette fameuse course-poursuite. Il prend la batte d'un autre joueur sans lui demander. Il se présente à un match avec un pantalon 5 fois trop grand. C'était celui du bullpen catcher. Un jour, en spring training, il décide de voler les clés du bus de l'équipe et part avec. Comme disait Mark Hargrave, That's Manny being Manny. Mais derrière les sourires, il y a un tueur, un slugger d'élite, un futur Hall of Famer sans scandale. Sauf que les scandales finiront par arriver un peu plus tard. En 2001, il part à Boston. Et là, il devient une légende. Boston offre à Manny 160 millions. Il devient une star, une icône, une attraction. Les fans découvrent tout, le génie, mais aussi la folie. Et encore une fois, Manny being Manny. Un jour, disparition dans le Green Monster pour aller faire une pause pipi en plein milieu du jeu. Un high five à un fan en pleine action avant de compléter un double jeu. Une bagarre avec son coéquipier Kevin Youkilis. Un coup de tête à son secrétaire de voyage. Des journées malades où on l'aperçoit au bar avec Enrique Wilson. Mais c'est aussi 2 titres de World Series, 2004-2007. World Series MVP en 2004, 500 HR en 2008, l'association Manny Big Papi, c'est un duo infernal. Et puis ce swing, honteusement beau, une batte tenue haute, un contact d'une violence fluide et l'impression que la balle disparaît. Boston lui appartient. Même quand il s'énerve, même quand il demande un trade,
même quand le Fenway souffle le chaud et le froid, même quand il est tradé. Oui, rappelez-vous, Alex Rodriguez. Il fait partie de l'échange avec les Texans. Mais quand tout est annulé, il revient. Pas content, mais les fans, eux, l'accueillent de nouveau. Manny, c'est l'art du chaos permanent. En 2008, il arrive à Los Angeles. Les Dodgers créent le quartier Mannywood dans les tribunes. Il frappe une moyenne de 396 en 2 mois. Il transforme Chavez Ravine en carnaval. Il joue comme un MVP. Il sourit comme un enfant. Il frappe comme un titan. Mais en 2009, la chute. Suspension. 50 matchs. Pour substance interdite. L'onde de choc est énorme. Le héros est abîmé, l'icône fissurée. Manny reviendra, bien sûr. Toujours lui, toujours drôle, toujours imprévisible. Mais le mythe en a pris un sacré coup. Et cette fin de carrière, que dire? Les White Sox, 24 matchs. Tampa Bay, 5 matchs. Puis retraite, après un nouveau test positif. Puis il tente un retour. Puis il part à Taïwan. Puis au Japon. Puis en Australie. Puis devient coach. Partout, les jeunes disent la même chose. Il nous a appris à frapper. Parce qu'au-delà des bagues, Manny est un génie du hitting. Un savant fou, un moine du swing, un obsédé de la mécanique. Il vivait pour frapper, pour entendre ce bruit du bois qui craque. Statistiquement, Manny, c'est 555 home runs, 21 Grand Slam, c'est le 3e all-time, 29 HR en post-season, record MLB, une slash line de 312, 411, 585 en carrière, 12 fois All-Star, 9 Silver Slugger, un hitter du top 10 all-time. Oui, vraiment, c'est dit. Mais Manny ne rentre pas dans le cadre. Il déborde, il dépasse. Il déborde, tout simplement. Vraiment. C'est un paradoxe vivant. Le clown et le tueur. Le distrait et le savant. Le héros et l'anti-héros. Aujourd'hui encore, il n'est pas au Hall of Fame. PED oblige. Peut-être pour toujours, peut-être pas. Mais voilà ce qu'on peut dire. Sans Manny Ramirez, le baseball serait moins drôle, moins fou, moins humain, mais aussi moins grand. Parce qu'un sport a besoin de ces géants sérieux, de ces monuments silencieux, mais aussi de ces météorites imprévisibles. Et Manny Ramirez, c'était une météorite, une énorme, pas une étoile filante. C'est 2 décennies à faire briller des étoiles dans mes yeux. Oui, mon amour du baseball, je lui dois en grande partie. Et si aujourd'hui je porte le numéro 24 sur mon uniforme, bah, c'est pas pour rien. Et parfois, juste avant de sortir du vestiaire, pour rappeler au monde qui il était vraiment, il se retournait avec un sourire en haussant les épaules et en lançant un Manny Being Manning. Voilà, c'est la fin de cette case 4. On se retrouve très vite pour la case 5, c'est-à-dire demain. Et puis, il me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël et à très vite.